Bonjour à tout le monde et je suis ravie d'accueillir et de vous accueillir sur ce webinaire concernant le certificat Covid numérique européen, bilan et perspectives. Donc là, il y a plusieurs experts qui vont vous parler de différents axes concernant ce certificat Covid. Et c'est un certificat qui a concerné notre vie quotidienne, qui était là pour faire en sorte qu'il y ait une libre circulation au niveau de l'Europe. Et vous savez qu'on demande sa reconduction pour 1 an. Donc, grosso modo, ça a été instauré en juin 2021. Ça court jusqu'en juin 2022. Et l'objet un peu de ce webinaire, c'est pourquoi on le reconduit en juin 2023. Donc, je suis particulièrement intéressée par justement les contributions de chaque intervenant sur ce dossier, parce que c'est le principal dossier législatif lié à la pandémie du Covid que le Parlement européen doit débattre et décider dans les prochaines semaines. Donc, je remercie bien sûr l'association Notre Bon Droit et le réseau Pandemic Data pour leur précieux coup de main pour organiser ce webinaire. Alors, ce webinaire, il est aussi organisé avec ma collègue Rosa D'Amato et donc Isabelle Duchâteau de Notre Bon Droit. Et on aura la présence de la Commission européenne ainsi que de l'Agence européenne, le CDC. Donc, ils pourront donc répondre à nos questions. Alors, je vous signale qu'il y aura une session questions-réponses. Il y a 2 panels et à la fin de chaque panel, vous pourrez, que ce soit les députés, que ce soit les journalistes, poser des questions à nos experts. Et de même, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat que vous avez en bas de votre écran. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Rosa D'Amato pour ce premier panel qui est le bilan du certificat Covid numérique 1 an après. À toi, Rosa D'Amato, donc qui est députée européenne au groupe des Verts. À toi. Grazie Michel. I will speak in Italian. Merci Michel, je m'exprimerai en italien. Merci Michel, je vais parler italien. Merci et bienvenue à ce séminaire. Je vous souhaite la bienvenue. Avec Michel, nous essayons de mener un débat au sein du groupe et nous essayons de l'étendre au niveau du Parlement européen pour comprendre comment et si cet instrument, cet outil, donc ce certificat digital européen Covid, donc, que l'on appelle Green Pass en Italie, a été véritablement un outil pour lutter contre la pandémie. Et donc, comme l'a dit Michel, vu qu'il y a la perspective de la prolongation de ce système, donc il faut se poser la question si ça a valu la peine et si cela continue à valoir la peine. Donc, il nous semble important d'avoir un débat riche, enrichi par la contribution d'experts, donc les scientifiques qui participeront ou les juristes qui sont avec nous, afin de pouvoir discuter de manière ouverte, sans crainte, sur ces différents aspects et sur cette gestion de la pandémie. Donc, tout ceci, comment tout ceci s'est passé au niveau des médias et des institutions européennes. Et donc, c'est le premier webinaire d'une longue série que nous avons l'intention d'organiser. Bien, le premier panel donc, que nous allons avoir comptera différentes personnes, différentes contributions et je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Martin Zizi, biophysicien moléculaire, ex-directeur d'épidémiologie et de biostatistique et ensuite ancien président du comité éthique en Belgique. Il va nous parler d'une évaluation des mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre pour la gestion de la pandémie. Il va nous donner une vision scientifique
et il nous parlera des résultats et des conséquences que ces mesures européennes et nationales ont comportées dans le but, toutefois, de gérer la question de la santé publique et de limiter l'impact de cette pandémie. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Rosa. Bonjour à tous. Maintenant, je vais passer en anglais et partager mon écran. Donne-moi juste une seconde. Voilà. OK, perfect. So essentially, I thank Tout le monde voit bien mon écran. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Michel Rivasi. Je remercie tous les participants et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement. J'ai un certain nombre de diapos. Je vais prendre 10 ou 15 minutes. Je ne vais pas vous parler de moi. Vous savez qui je suis. Donc, ce que j'aimerais vous dire au cours des prochaines 15 minutes, ce sont les choses suivantes. Alors, essentiellement, toute cette crise que nous devons expliquer est bon, il est essentiel de comprendre que 2 sur 1000 est devenu 2 sur 100. 2 sur 1000, c'est le taux de mortalité de cette maladie. Et donc, il y a eu des erreurs. Alors, tout d'abord, on a commencé par utiliser des mauvaises statistiques. On a mis en place une gestion de crise qui est élaborée sur base de mesures incomplètes. Alors, on a presque mis fin à la première ligne de soins. On ne s'est pas occupé de la vitesse clinique de la maladie. Alors, SARS, ça veut dire syndrome respiratoire grave aigu. Donc, il faut agir vite. Alors, zéro COVID, c'est impossible. C'est la politique qui a été mise en place. C'est impossible parce que SARS est une zoonose. Ça veut dire, j'y reviendrai, ça veut dire que c'est impossible de l'éradiquer. Donc, nous pouvons rêver de faire des choses en tant qu'être humain, mais la nature nous a déjà démontré que nous ne pouvons pas éradiquer une zoonose et nous ne pouvons pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et une approche basée seulement sur la vaccination est impossible dans le cas d'une zoonose parce qu'il faut vacciner tout le monde, il faut vacciner aussi les animaux. C'est impossible. Alors, les mauvaises statistiques, on ne doit pas tout lire ici. Je voudrais juste vous montrer 2 choses qui se sont produites. Alors, pendant la crise, au début de la crise, c'était pareil dans tous les pays européens, les gouvernements ont essayé de faire quelque chose. Donc, il y a eu vraiment une panique et des panels d'experts, des groupes d'experts ont été mis sur pied. Mais ces panels ont été détournés. Et voici un extrait d'un courrier électronique qui a été échangé entre des scientifiques par un expert membre d'un panel au Royaume-Uni qui a dit clairement que les statistiques étaient gonflées par une décision prise par certains experts qui ont pris le pouvoir et qu'après un certain temps, la plupart des experts indépendants ont quitté cette discussion parce que le gouvernement ne voulait pas écouter une pluralité d'avis. Ça, c'est énorme parce que c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays aussi. Donc, c'est ainsi qu'un discours est né. Alors, à droite, donc une analyse d'un expert, donc un expert canadien qui était membre d'un panel au Canada, a changé d'avis et il a publié un document intitulé Repenser la pensée confinement. Et il donne la source du texte politique qui a mené à cette décision. Et c'est fascinant de lire que le conseiller, le Collège impérial du Royaume-Uni et des États-Unis ont dit
Ça va tuer beaucoup de personnes, surtout des pauvres, mais nous n'avons pas le choix. Donc, on ne peut pas dire que cette décision ait été prise sans connaître les conséquences. Donc, toutes les traces politiques existent. Maintenant, on va passer aux chiffres qui ont été pervertis, donc 2% au lieu de 2 pour 1000. Alors, il y a deux mesures qui peuvent être utilisées par les épidémiologistes pour évaluer un danger. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'Infection Fatality Rate, qui correspond à la mesure du danger, la létalité du virus si on est infecté. Donc, c'est la possibilité d'un décès si vous êtes infecté. Donc, ça, c'est le Infection Fatality Rate, donc le taux de décès en cas d'infection. Et l'autre instrument de mesure, c'est le CFR, qui est le Case Management Fatality Rate, qui correspond à la mesure de l'efficacité des mesures de gestion des cas. Donc, d'une part, est-ce que le virus est dangereux? Et deuxièmement, le CFR, est-ce que je m'en sors bien? Est-ce que je prends les bonnes mesures? Et la gestion de la crise a toujours utilisé le CFR qui reflète l'efficacité de la gestion et nous nous sommes retrouvés dans une situation absolument stupide où les chiffres ont été mélangés. Il y a une mauvaise gestion des chiffres. Donc, au lieu de se pencher sur l'IFR, qui est le niveau de danger, donc c'est y a-t-il un danger et comment est-ce que je gère le danger? Ce sont les deux notions. Mais les données existent. Et si on regarde la mortalité en termes d'IFR de SARS-2, c'est 2 pour 1000. Si on regarde la mortalité de la grippe, la vraie grippe, diagnostiquée par PCR, c'est de 1 à 5. 1 à 5%. Et donc, l'IFR et le CFR de SARS et de la grippe sont dans la même fourchette. Par contre, si on regarde Delta, c'est très intéressant. Delta n'est que de 5 pour 1000, c'est 4 fois moins. Alors, si on lit les nouvelles, on n'aurait jamais cru que Delta était si peu dangereux, 5 pour 1000, alors que le CFR était proche de la grippe saisonnière. Parce que la mortalité est de moins de 1 pour 10 000. Ça fait moins que la grippe. Donc, ce sont les statistiques de base, mais la gestion de crise a été réalisée avec des mesures incomplètes. Je n'accuse personne de rien. Je dis simplement que nous avons deux instruments de mesure, l'IFR et le CFR. Donc, le danger, le niveau de danger et la gestion. Et on n'utilise que la moitié qui nous indique si on gère bien ou mal la crise. Alors, l'OMS, après qu'il y ait la publication d'une première étude par Ioannidis début mai 2020, il a trouvé que le taux de décès par infection était de 2%. Et donc, c'est difficile à gérer. Et 60 pays qui ont différentes populations, différents groupes ont fait cette étude et ont obtenu les mêmes résultats. L'IFR était 0,2, 0,3, 0,4 et ça a été confirmé par l'OMS après 60 études qui a publié cette grande image en haut à gauche où on voit différentes études qui mentionnent donc le taux de décès à la suite d'infection. On voit que
en dessous de 60 ans, c'est très, très faible. À partir de 60 ans, ça augmente. 65, lorsqu'on a 70%, on est au-dessus, pardon, 70 ans, on est au-dessus de 2%. Et si vous avez 85 ans, vous pouvez arriver à 6% de mortalité. Donc, ce SARS est effectivement très dangereux pour les personnes âgées, comme beaucoup de ces virus. Et ensuite, il y a une autre donnée qui analyse tous les résultats de la crise qui vient du Danemark, donc des chiffres qui viennent du Danemark. Donc, le groupe d'Eric Strupp a contrôlé le taux de mortalité, le véritable taux de mortalité, donc qui est l'IFR. Donc, pour la première et la deuxième vague, après, on a cessé de compter les vagues, mais il s'est penché sur l'âge et la comorbidité, ce qui est très important. Et ce qu'il a découvert est très intéressant parce qu'il y a de très bons chiffres dans ce document. C'est l'IFR. Il n'y a pas de comorbidité. Donc, l'IFR, si vous n'avez pas de comorbidité et moins de 60 ans, c'est très, très faible. C'est 1 pour 100 000, 3 pour 100 000. Alors, là, si vous avez moins, par contre, si vous avez une comorbidité, donc en dessous de 60, pas de comorbidité, donc on est proche de zéro. Par contre, si vous avez de plus de 60 ans et vous avez des comorbidités, alors ça devient comme la grippe, 3 pour 1000, et ça peut augmenter, mais le niveau le plus élevé ne sera jamais aussi élevé que ce que nous avons vu au cours de la crise. Et essentiellement, ça n'a jamais été plus que 2,7%. Donc, ce sont différentes statistiques qui sont reprises dans des études à grande échelle. L'étude du Danemark porte sur un très grand nombre de personnes. Donc, on n'a pas utilisé les bonnes mesures. Maintenant, on a les bonnes mesures. Et on voit que l'âge est un facteur très critique parce qu'au-dessus de 60 ans, il y a vraiment c'est vraiment un tournant en termes de vos risques personnels. Alors, sans comorbidité, c'est très probable de survivre ou de ne même pas contracter le virus. Mais il y a un point de données que je veux ajouter ici, c'est une comparaison riche d'enseignements entre le Cameroun et les États-Unis. Au Cameroun, tout le monde a prédit pour l'Afrique une catastrophe. Il se trouve que cette catastrophe ne s'est pas produite. Si on regarde la population, c'est très intéressant. Je crois qu'au Cameroun, et vous pouvez faire pareil avec d'autres pays qui n'ont pas eu de programme de vaccination de masse. Parce que ceux qui ont fait 87% de la population, 97% de la population du Cameroun a moins de 65 ans. C'est incroyable. Ils ont 4% de couverture vaccinale et ils n'ont perdu que 1900 personnes, seulement 1900 décès sur 71 millions sur une population de 26 millions de personnes, c'est-à-dire moins de 71 par million d'habitants. Les États-Unis ont une population de 335 millions et seuls 18% au moins de 25 ans comparé à 60 ans en dessous de 25 ans au Cameroun. Ils ont 65% de couverture vaccinale complète. Je n'ai pas compté le troisième et le quatrième, le booster, parce que de toute façon, le Cameroun ne l'avait pas non plus et ne l'avait pas. Et il y a presque 1 million de décès. Ça fait 3000 morts par million de personnes, 40 fois plus qu'au Cameroun. Pour 2/3 de la population. Alors, qui étaient vaccinés. Donc, ça veut dire que les comorbidités sont ce qui détermine les décès. La vaccination n'est pas pertinente en termes d'impact. Parce que si vous avez moins de 60 ans, vous n'avez pas de comorbidité, vous n'avez pas de risque. Si vous comparez les États-Unis et le Cameroun, on voit que la situation dépend vraiment du terrain. La structure de la population, les comorbidités aux États-Unis, il y a beaucoup de diabète, ils sont en surpoids. En Afrique,
les problèmes qu'ils ont, ce n'est pas la suralimentation. Donc, il y a une sensibilité différente en termes de susceptibilité au virus. Donc, il aurait été possible d'amener le CFR au niveau de l'IFR si on avait visé avec les vaccinations les personnes âgées et les personnes ayant des comorbidités. Alors, l'IFR, le taux de décès en fonction du nombre d'infections, donc ça, c'est le danger. Si ma performance est parfaite, ma gestion est parfaite, les deux instruments de mesure se fusionnent et le CFR devient l'IFR. Donc, une des raisons pour lesquelles 2 pour 1000, c'est devenu 2%, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment concentrés sur les personnes âgées et sur les personnes présentant des comorbidités. Maintenant, lorsque vous devez gérer une crise, c'est comme conduire une voiture. Vous avez un tableau de bord avec toutes sortes d'instruments. Et une des conclusions d'il y a 2 ans, c'est que les tests PCR étaient extrêmement sensibles, menaient les décideurs dans une zone aveugle parce que cela leur faisait prendre des décisions mal informées. Les PCR sont un outil de confirmation. Ce n'est pas une Bible. Parce que on peut mesurer une molécule, c'est très sensible. On entend une interférence. Est-ce que vous pouvez un petit peu accélérer, s'il vous plaît? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais accélérer, ne vous en faites pas. Donc, les PCR ne peuvent pas être vus, on ne peut pas voir le niveau d'infection, le niveau de contagiosité. L'explication, c'est qu'on voit ici que les PCR, dans la partie basse de l'écran, donc c'est positif pendant trop longtemps, avant, pendant et après. Et ça a créé énormément de problèmes en termes d'évaluation, en termes de bilan. Et vous pouvez lire cette diapositive plus en détail. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut conseiller le gouvernement. Alors, on a remplacé le PCR par les tests antigéniques et vous avez le schéma à droite. Alors, essentiellement, cela donne aux politiques et aux décideurs, aux autorités de santé publique, les outils pour le faire. Donc, ça a été approuvé, mais ça n'a jamais été partagé avec personne. Donc, le message principal, c'est que les soins de santé utiliser la médecine à distance. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Il y a des limitations techniques. On ne peut pas regarder dans l'oreille, on ne peut pas regarder dans les poumons du patient. Donc, toute cette médecine à distance ne peut pas apporter les soins de santé nécessaires suffisamment rapidement. Et la première ligne qui aurait fait beaucoup pour guérir les gens, pour traiter les gens, donc, moi, je dis, lorsque quelqu'un commence à avoir une obstruction pulmonaire, il faut la mettre sous oxygène. Lorsqu'il y a une subinfection bactérienne, ce qui est très fréquent, il faut agir. Et donc, la plupart des gens sont directement passés de leur maison où ils étaient à l'abri vers les urgences sans passer par des praticiens médicaux, sans passer par leurs médecins. Et alors, on a diffusé les décès, donc on a propagé les décès à cause des interventions tardives. Alors, maintenant, c'est un virus normal qui est endémique et les gens disent « Non, mais ça se disperse très vite, c'est trop dangereux. » Non, la dispersion rapide, c'est la bonne nouvelle parce qu'un virus doit choisir. Donc, vous avez cette image à gauche qui est une bande dessinée. Si un virus vous tue, vous n'exhalez plus de particules mortelles. Par contre, si le virus vous fait vivre encore 5, 15, 20 jours, alors là, vous pouvez vraiment contaminer plein de monde et la maladie se propage beaucoup plus rapidement. Alors, la version Omicron a contaminé la planète en quelques semaines.
Ce qui est une très bonne nouvelle. You can continue your explanation, answer to the question if you Vous may. pouvez continuer vos explications lorsque vous répondez aux questions si vous voulez. Donc, c'est juste une dernière diapo. Donc, je dis que c'est une impossibilité de santé publique d'éliminer cette maladie parce que la famille des SARS, c'est une zoonose. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des réservoirs animaux, mais il y a aussi d'autres hôtes non humains. Et on peut trouver le virus chez à peu près sur 800 espèces, des chiens, des chats, tous les canins, tous les félidés, le bétail, les visons, même les hippopotames. Pour éradiquer un virus, c'est vraiment très compliqué. Je crois que la crise du virus est terminée. Nous commençons à avoir de plus en plus de problèmes dus au vaccin, mais un vaccin a une posologie et une biodistribution. Lorsqu'un vaccin normal est injecté, par contre, lorsque l'on injecte un ARN messager, on ne peut pas mesurer la quantité injectée, ce qui produit beaucoup d'effets, et on ne peut pas contrôler le cheminement de la protéine qui doit aller du muscle dans le sang, et celle qui reste dans le muscle peut déclencher une modification du système immunitaire qui peut s'attaquer aux cellules du muscle. Vous pensez au myocarde, aux muscles des vaisseaux sanguins. Et donc, on voit toutes sortes d'effets sur le système immunitaire, d'effets délétères sur le système immunitaire. Alors, si on va plus en profondeur dans les données de la vaccination, d'ailleurs, on y va plus en profondeur, on voit que c'est quelque chose qui devient évident. On voit des patients, pas la plupart, mais parmi 2 à 3 patients, on voit une dépression immunitaire qui est liée à l'immunité innée, qui n'est pas une réaction immunitaire contre un germe particulier, c'est juste l'adaptation du système. Et comme le système est abaissé, l'efficacité du système est abaissée, on peut voir différentes infections qui se déclenchent. Bon, ça se trouve sur votre diapo. Vous pouvez le lire par vous-même. Toutes les informations se trouvent sur les diapos. Je ne suis pas, mon intervention n'est pas si importante. Je crois que nous avons fait l'erreur de nous concentrer sur la logistique. Au lieu de nous concentrer sur la prestation de soins de santé, les soins aux patients, nous sommes concentrés sur la logistique, protéger les hôpitaux et contrôler la dispersion qui est impossible avec une zoonose. Et 2 années plus tard, on essaye de comprendre ce que nous devons faire avec le QR code et le certificat COVID, alors que c'était un outil qui n'était pas efficace, qui était contre-productif. Et je vais maintenant laisser les autres orateurs vous expliquer ça en détail. Mais si on doit passer à un système d'identification électronique basé sur les données médicales, je crois qu'il faudrait complètement changer les données utilisées. Merci beaucoup, Monsieur Zizi. Je donne la parole à Madame Amato pour qu'elle poursuive. Sì, grazie. Grazie, dottor Zizi. Oui, merci, Monsieur Zizi. Merci, Voilà, Monsieur je Zizi. sais que vous avez tous Je voudrais envie de vous exprimer, de partager des lancer données un appel pour scientifiques, tous les mais je orateurs, vous mais prie je de voudrais vous garder demander de maximum bien vous 10 en minutes tenir pour qu'on à vos 10 puisse minutes avoir afin une de laisser session la possibilité aux questions-réponses. personnes Je de poser cède des la questions. parole à Maintenant, je Monsieur vais donner la parole à Monsieur Biondi, chercheur du Centre national qui français recherche scientifique, il est responsable du responsable groupe de recherche sur recherche, les analyses des analyse systèmes et systèmes dynamiques pour la théorie dynamiques pour la économique. Voilà, je vous donne la société. parole. Vous avez la parole, Monsieur Biondi. Sharing my slides. So we share my screen. Just a minute. So, okay, I'll try to be brief. I wish, first of all, thank you,
Madame D'Amato and Madame Rivasi for Bien, your merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Madame D'Amato et Madame Rivasi, de m'avoir invitée afin que je puisse partager le fruit de mes recherches dans ce domaine. Alors, je vais tenter d'être concis et aller droit au but. Donc, nous discutons de cette possibilité de prolonger le certificat COVID européen, qui est vu comme un instrument pour mettre en œuvre des mesures discriminatoires vis-à-vis des non-vaccinés dans les différents États membres. Et au sein de l'Union européenne, l'objectif était de faciliter et de garantir la libre circulation partout en Europe, au-delà des frontières, mais finalement, ce certificat a été utilisé de façon très différente. Alors, les politiques qui sont recommandées par le Conseil sont très claires. Donc, les États membres peuvent utiliser une stratégie de feu de circulation et un État membre recevra un feu vert en fonction du nombre de cas, ce qui viserait à réduire la transmission de la maladie. Et donc, cette gestion de la pandémie est très claire au sein de l'Union européenne. On se base sur le décompte des cas. Alors, premier problème, c'est le seuil qui a été défini par la Commission européenne dans sa proposition. Ce seuil est très faible, 0,08% de la population dans le cas de la pleine vaccination et plus faible encore si l'on est chez des personnes qui n'ont pas reçu le schéma complet de vaccination. Et vous voyez que ce seuil n'a quasiment jamais été atteint au sein de l'Union européenne depuis la mi-2020. Et avec un seuil aussi faible, eh bien, seul Mayotte est passé dans le vert de temps en temps depuis l'introduction de ce schéma. Alors, le problème sur lequel j'aimerais me concentrer ici pour compléter l'intervention de M. Zizi est que nous avons en fait abordé le problème en nous concentrant sur les chiffres. Et moi, je vais me concentrer sur les problèmes de gestion. Nous avons tenté de gérer cette pandémie avec des chiffres. Et c'est vrai que ceci peut prêter à confusion. Les chiffres, bien entendu, apportent une certaine objectivité, un point de vue scientifique. On compte le nombre de cas d'infection, d'hospitalisation et les décès. Et nous utilisons donc ces chiffres pour essayer de contrôler la pandémie en temps réel. Cela peut être rassurant, mais finalement, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que les chiffres que nous utilisons ne reflètent finalement pas la réelle évolution de la pandémie. Donc, nous avons des chiffres qui ne sont que de faibles reflets du phénomène sous-jacent. Et donc, tout cela prête à confusion. Et le premier problème a déjà été soulevé par Martin. Les cas, le nombre de cas dépend du nombre de tests. Et même si vous veniez à tester toute la population, le problème ne serait pas résolu. Si quelqu'un est testé positif, il peut évidemment être un faux positif s'il y a un problème ou le résultat du test pourrait ne pas refléter l'état du virus, ou il pourrait être un porteur sain, donc quelqu'un qui porte le virus mais qui est en bonne santé, ou il pourrait être quelqu'un qui ne développera jamais une maladie grave, même s'il est porteur du virus. Donc finalement, il y a 6 scénarios possibles lorsque vous êtes testé positif. Et il n'y a que la 6e possibilité qui pourrait entraîner une maladie demandant une attention médicale particulière. Donc nous avons un problème au niveau des tests qui sont les principaux indicateurs de la pandémie. Et si vous y ajoutez le problème des statistiques, par exemple, prenons un exemple, vous pourriez décéder dans un accident de voiture. Si vous êtes testé positif après, eh bien, vous serez repris dans les statistiques, comme si vous étiez décédé du COVID. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a des décès avec COVID et des décès du COVID. Alors, d'autres problèmes se sont présentés dans les différents États membres, puisque vous pouvez être testé positif
dans un hôpital, c'est certainement une infection nosocomiale, ou alors vous pouvez être testé avant d'arriver à l'hôpital. Et on ne contrôle pas l'ensemble du processus de l'hospitalisation, ce qui permettrait pourtant un meilleur décompte des cas, des admissions à l'hôpital. Donc, le principal message pour ce premier volet est que l'on ne peut pas utiliser les tests positifs comme des preuves de maladie. Cela prêterait à confusion. Et toutes les politiques que l'on voit sont reposent justement sur ces tests positifs. Donc, nous testons des personnes différentes qui portent des fragments du virus dans leur nez, mais cela ne veut pas dire grand-chose par rapport à leur état de santé et par rapport au risque d'hospitalisation ou de décès. Et donc, vous pourriez avoir des millions de personnes qui sont infectées par la grippe et qui n'entrent pas, par contre, dans la définition de cette catégorie. Alors, j'en viens maintenant à la gestion de la pandémie et aux approches alternatives. Nous avons cru naïvement que nous pourrions en fait contrôler la situation et nous avons recommandé des mesures extrêmes. Nous avons demandé une vaccination de masse, des tests de masse, mais il y a d'autres approches qui existent. On peut utiliser des techniques qui existaient précédemment. Il y a une technologie qui a pu permettre cette traçabilité. Et on peut également réaliser des échantillons auprès de la population. Et en utilisant ces techniques alternatives, on peut avoir un échantillon de la population et on peut identifier les personnes vulnérables et les personnes non vulnérables. C'est ce que M. Zizi a expliqué. Et en identifiant les personnes vulnérables, nous pouvons adopter une approche plus ciblée, qui est donc opposée à cette approche de masse. Donc ici, nous avons bien entendu une approche dominante dans laquelle on exige des tests de masse, une vaccination de masse, et c'est une approche assez autoritaire de la santé publique avec des politiques discriminatoires. Mais vous pouvez également utiliser une approche qui est plus axée sur la protection des personnes vulnérables. Et donc là, on réaliserait des échantillons. Alors, le problème, comme l'a souligné Martin, c'est que nous avons supposé que plus de 3% de la population décéderait. Nous avons imaginé que nous allions nous diriger vers le pire scénario. Mais finalement, nous n'y sommes jamais arrivés. Depuis le printemps de 2020, nous avons recueilli des informations statistiques, des informations médicales, et nous savons que la grande majorité de cas n'étaient pas existants ou étaient très modérés. Et donc, les chiffres et les tests positifs n'étaient pas connectés à l'état de santé réel des personnes. En ce qui concerne la mortalité, les mortalités excessives étaient assez modestes et ont été concentrées sur les personnes les plus âgées, les plus fragiles de la société. Et ce sont essentiellement des personnes qui avaient déjà atteint un certain âge au moment du décès et qui présentaient des comorbidités, qui vivaient notamment dans des centres de soins de santé de longue durée, etc. Alors, quelles sont les implications? Eh bien, nous avons tenté de présenter une nouvelle approche de la gestion de la pandémie et nous avons revu la stratégie adoptée en 2010 après la pandémie H1N1 et nous avons également critiqué l'approche qui avait été adoptée à l'époque. Mais nous pouvons aller plus loin cette fois-ci. Nous savons maintenant avec certitude que cette approche n'était pas la plus appropriée. Et après 2 ans, je pense que nous pouvons mieux comprendre les choses et agir différemment. Alors, j'aimerais souligner que la façon dont nous avons géré la pandémie
reposait vraiment sur les tests. Par exemple, vous voyez les chiffres ici au Royaume-Uni et aux États membres, et la Commission européenne avait demandé de tester un tiers de la population chaque année pour obtenir le feu vert. Et si le Royaume-Uni n'avait testé que les personnes qui se présentaient à l'hôpital, alors il n'aurait testé que 6 millions de personnes tout au long de la pandémie à la fin de l'année 2021. Au niveau des doses de vaccins, l'Union européenne a essayé de vacciner tout le monde, mais s'il n'avait vacciné que les personnes les plus âgées de la population, eh bien, il n'aurait dû administrer que 143 millions de doses. Alors, 2 messages clés pour conclure. Merci de ne pas oublier que les chiffres ne sont pas des faits. Ils dépendent de la façon dont ces chiffres sont obtenus et ils dépendent du système de décompte. Et donc, on ne peut pas prétendre, grâce à ces chiffres, maîtriser le phénomène. Ce sont des techniques statistiques uniquement. Et nous pouvons identifier clairement les personnes vulnérables et nous savons également que la vaccination n'empêche pas la transmission et l'infection. Et donc, nous ne pouvons pas considérer que la vaccination imposée est une solution. Cela entraîne également une violation des droits fondamentaux des personnes. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci. Je cède la parole au prochain orateur, Jean-Rod Snader, directeur général Justice et consommateurs Union européenne, en espérant qu'il ait un casque. Thank you, Ms. D'Amato. Good afternoon, everybody. Merci beaucoup, Madame D'Amato. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avant tout partager mon écran. I hope you can see my screen. J'espère que vous voyez mon écran. Indeed, we can. You can Perfect. go ahead. Thank you. Thank you. Okay. Indeed. So now going back also on the subject of today's workshop. Bien, je voudrais donc en revenir au sujet de cet atelier en parlant du certificat COVID européen. Je vais vous donner un rapide aperçu des objectifs et de la mise en œuvre de ce certificat COVID européen à ce jour. Et je vais peut-être anticiper la discussion que l'on aura lors du deuxième panel en abordant les raisons pour lesquelles la Commission européenne a décidé de mettre en avant une proposition visant à prolonger cette réglementation de 12 mois, mais je pense que ce sera l'objet du deuxième panel. Alors, très rapidement, je pense que nous connaissons toutes et tous ce certificat. Nous savons ce que demande le règlement. Donc, c'est un instrument qui permet de définir un cadre pour la délivrance, la vérification et la validation de 3 types de certificats. Le certificat de vaccination, de test et de rétablissement. Donc, nous avons 3 types de certificats. Et l'objectif du règlement en tant que tel est de pouvoir utiliser cet instrument pour faciliter la libre circulation au sein de l'Union européenne pendant la pandémie de COVID. Et j'ai ajouté ici à l'écran certains des principes fondateurs du service qui sont particulièrement importants pour nous. Tout d'abord, c'est un outil qui est gratuit. Donc, un citoyen ne doit pas payer pour obtenir son certificat. Il est disponible sous format papier ou en format numérique. Donc, les personnes qui n'ont pas de smartphone peuvent tout à fait bénéficier de ce certificat. Lorsque le système a été mis sur pied, nous avons accordé une attention toute particulière à la question de la protection des données et au respect de la vie privée. Donc, par exemple, il n'y a aucune base de données centralisée qui stockerait ces informations. Ces informations sont simplement entrées dans le certificat. Vous l'avez sous un format qui est lisible par un être humain et avec un QR code, mais
aucune donnée privée n'est stockée ni échangée entre les États membres lorsque l'on utilise un certificat. C'est un outil qui est sûr grâce à l'infrastructure qui est utilisée. Et ce qui est aussi important pour nous, et ce qui s'est révélé très utile dans notre approche avec d'autres pays en dehors de l'Union européenne, c'est que ce système est un système open source. Donc, les personnes peuvent aller en ligne et identifier le code source qui est utilisé et les pays qui souhaitent utiliser ce système peuvent le faire. Et donc, nous avons vraiment une garantie de transparence. Le système est aussi très souple et flexible, j'y reviendrai dans un instant, et c'est un système qui est facile à utiliser également. Je pense que nous connaissons toutes et tous ce système. Donc, les données sont scannées, il suffit d'avoir un V vert ou une croix rouge et vous savez exactement si le certificat est en règle ou pas. Alors, quelques informations de fond peut-être pour vous expliquer pourquoi ce système a été mis en place. Si vous regardez la situation à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, vous vous en souviendrez certainement, nous avons été confrontés à un large éventail de tests différents. Si vous aviez un certificat d'un pays et n'était pas accepté dans d'autres pays en raison des différences de langue, etc. Et donc, nous avons exprimé le souhait d'obtenir un système harmonisé. Donc, si je suis testé, vacciné ou si je me rétablis du COVID dans un État membre, il faut que mon certificat soit valable ailleurs et que je ne doive pas forcément le faire traduire pour voyager. Donc, ça, c'est un souhait clair qui a été exprimé au niveau politique. Alors, c'était assez ambitieux parce que l'objectif était de veiller à ce que le système puisse fonctionner pour l'été 2021 et nous avions besoin d'un système interopérable et qui tienne compte de la flexibilité en fonction des systèmes de soins de santé des États membres, parce que certains États membres n'ont pas de registre centralisé pour la vaccination, mais c'est le cas dans d'autres États membres. Donc, il y a des écarts entre les États membres et nous avions besoin d'un système qui soit suffisamment souple et flexible que pour tenir compte de ces différences. Alors, vous voyez à l'écran que la proposition a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen au mois de juin 2021 et c'est une proposition qui est en vigueur pendant 12 mois, donc juste en juin 2022. Je reviendrai à l'extension dans un instant. Et je voudrais tout d'abord revenir sur des points importants pour notre débat. Ce règlement n'exige pas que les États membres introduisent des restrictions à la libre circulation. Donc, ce règlement sur le certificat européen ne dit pas que les États membres doivent demander le certificat. C'est simplement une définition du système. Alors, par chance, nous avons beaucoup d'États membres qui n'exigent pas le certificat européen lorsqu'ils voyagent, ce qui est très positif et c'est une situation à laquelle nous souhaitons tous revenir. Par contre, ce règlement définit qu'il existe un certificat européen qui doit être accepté lorsque les États membres lèvent leurs restrictions. Donc, si je suis vacciné dans mon pays, si je voyage vers un autre État membre qui exige le certificat, ce certificat doit être accepté. Autre élément de ce règlement n'impose pas du tout une obligation d'être vacciné pour voyager. Ça, c'est quelque chose qui est clairement établi dans les règlements et je voudrais vraiment insister sur ce point. Et je voudrais revenir sur le fait qu'il y a 3 types de certificats, des certificats de test, de rétablissement et de vaccination. Donc, si une personne ne peut pas être vaccinée ou ne souhaite pas être vaccinée, quelle que soit la raison, eh bien, cette personne peut utiliser le certificat de rétablissement ou le certificat de test. Autre point important, le règlement, et lorsque nous en parlons au niveau européen, le règlement ne concerne pas l'utilisation nationale du certificat comme le CST en Belgique, le Green Pass en Italie. Parce qu'il s'agit d'une décision qui concerne les soins de santé, c'est une politique de soins de santé. Cela
appartient à la compétence de chaque État membre. Ce n'est pas à l'Union européenne de prendre cette décision. Donc, ce sont les États membres qui doivent prendre cette décision. Et ils ont la base législative nationale nécessaire pour le faire. Certains États membres ont décidé de ne pas suivre cette voie, d'autres l'ont suivi. Et donc, ça, c'est un point qui n'est pas du tout imposé par le règlement européen. Alors, venons-en maintenant à la mise en œuvre. Nous avons réalisé un décompte et aujourd'hui, nous savons que les États membres ont délivré plus de 1,7 milliard de certificats. Alors, c'est plus que les habitants en Europe, simplement parce que certains ont réalisé plusieurs tests ou reçu plusieurs doses de vaccins. Donc, plusieurs certificats peuvent être émis par personne. Ensuite, ce certificat est adapté aux nouvelles évolutions. Nous avons, par exemple, réalisé des progrès dans la fiabilité des tests antigéniques. Et donc, maintenant, il est possible d'obtenir un certificat de rétablissement basé sur un test antigénique et pas uniquement sur les tests PCR, comme c'était le cas initialement. Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons voulu utiliser un système open source et donc nous avons pu accueillir des pays tiers, des pays non membres de l'Union européenne dans le système du certificat COVID européen. Donc, nous offrons cette possibilité et ce logiciel open source à 37 pays non membres de l'Union européenne. 37 pays tiers ont saisi cette possibilité. Donc, nous avons de nombreux pays européens qui utilisent le certificat, mais aussi d'autres pays du monde. Ensuite, et c'est une raison pour laquelle nous proposons de prolonger le certificat, nous évitons justement d'avoir 37 solutions différentes qui ne sont pas interopérables. Alors, je voudrais maintenant vous expliquer rapidement pourquoi la Commission a soumis cette proposition au Parlement et au Conseil afin de prolonger l'utilisation du certificat. Pourquoi? Eh bien, je pense que l'explication est assez simple. Nous ne savons pas ce qui pourrait se produire au deuxième semestre de 2022 ou au premier semestre 2023. Nous ne sommes pas sûrs d'être totalement sortis d'affaires et donc cette prolongation permettrait d'utiliser le système si nous en avons besoin. Encore une fois, les États membres ne sont pas obligés d'exiger ce certificat et d'imposer ces restrictions à la libre circulation, mais s'ils le souhaitent et si c'est nécessaire, ils pourront le faire. Alors, une dernière phrase, l'extension, la prolongation ne signifie pas que ce certificat devrait être utilisé au niveau national. Encore une fois, cela relève d'une décision nationale. Mais notre objectif, c'est vraiment de revenir à une libre circulation des personnes sans certificat, sans passenger locator form. C'est ce que nous souhaitons et c'est la raison pour laquelle nous proposons une prolongation qui serait limitée dans le temps. D'accord, merci beaucoup. Merci à la Commission. On va donner la parole au dernier panéliste, au dernier orateur, Alberto Donzelli, professeur hygiène et médecine préventive de l'Université de Milan et fondateur du Conseil. So, vous avez la parole. Conflict of interest. Potete disattivare la mia traduzione in simultanea. Parlo in inglese se riesco a far progredire le slide. Je vais m'exprimer en français, en anglais. À partir du 1er février 2022, il est devenu obligatoire. Donc, de nouvelles règles ont été d'application dans l'Union européenne, établissant une période d'acceptation de 9 mois des certificats de vaccination utilisés pour les voyages au sein de l'Union européenne. Donc, les États membres doivent accepter les certificats de vaccination pour 9 mois à partir de l'administration de la dernière dose de la vaccination primaire.
Alors, pour combien de temps, ce qu'on appelle en Italie le Green Pass émis pour les enfants est-il valable? À moyen terme, cette vaccination, la vaccination actuelle perd son efficacité, mais implique aussi de nouveaux risques d'infection. Et toutes les alternatives utiles sont négligées. Donc, c'est un article important qui a été publié par l'Institut supérieur de la santé en Italie et il nous montre qu'avec le suivi, donc qui se termine en novembre de l'année dernière, donc le suivi du variant Delta montre que les personnes âgées pouvaient profiter d'une efficacité du vaccin qui durait 8 à 9 mois. Et cette protection était moindre que celle de la protection naturelle des personnes non vaccinées. Alors, c'est également vrai en ce qui concerne les personnes d'âge moyen. Et par contre, les personnes qui ont le plus besoin d'être protégées, les personnes qui sont immunodéprimées, qui ont des comorbidités, qui sont des résidents d'infrastructures d'institutions de santé pour de soins à long terme, de maisons de soins à long terme, l'efficacité du vaccin est bien en dessous du niveau, le niveau de protection est bien en dessous du niveau des personnes non vaccinées. Alors, cela apparaît très clairement dans la publication de l'Agence de sécurité de la santé au Royaume-Uni. Donc, c'est un rapport de surveillance de l'action du vaccin contre la COVID-19 à la 36e semaine. On voit ici qu'à la semaine 36, qu'à partir de la 36e semaine et pour les semaines suivantes, dans les groupes d'âge 40, 49 et 70, 79, le nombre de cas de COVID-19 parmi les personnes vaccinées par 100 000 sont plus importants que les nombres d'infections à la COVID-19 parmi les personnes non vaccinées. Plus de 700 cas additionnels. Si on compare toutes les colonnes, les taux d'infection des personnes vaccinées, cependant, restent plus faibles. The second week in the present year, the excess of total cases in the vaccinated column started from week. Donc, dans la colonne des vaccinés, on commence donc à la semaine 33 et on voit que le nombre de contaminations par les personnes vaccinées à partir de la semaine 33 a explosé et même a doublé. Mais au cours de la 3e semaine, on voit l'Agence de la sécurité de la santé au Royaume-Uni a décidé de comparer avec les non-vaccinés seules les personnes qui avaient reçu 3 doses de vaccination. Malgré ce changement, les personnes vaccinées ont continué à avoir beaucoup plus d'infections, de cas d'infection que les non-vaccinés. Et cette tendance s'est prolongée, s'est poursuivie jusqu'à la 13e semaine de 2022, où on voit que les cas positifs parmi les personnes vaccinées ont reçu 3 doses étaient 3 fois plus fréquentes, donc les infections dans ce groupe de population étaient 3 fois plus fréquentes que le taux d'infection parmi les personnes non vaccinées. Il devient très, très clair que les personnes vaccinées à moyen terme sont plus sensibles, sont plus susceptibles aux infections.
Alors, est-ce que la 4e dose rétablit la protection? Voici la réponse. Une étude très large a été réalisée en Israël et cette étude démontre que dans 8 semaines, c'est-à-dire moins de 2 mois, le niveau de protection retombe au niveau de protection avant la 3e dose. Donc, dans le jeu de loi, en moins de 2 mois, on se retrouve au point de départ. Donc, c'est un jeu de loi. Donc, voici la situation au Danemark, où 4 mois seulement après la seconde dose du vaccin Pfizer, la protection moyenne contre Omicron est presque à 0. Et ceux qui ont reçu 2 doses ont un niveau d'infection qui est de 76% plus élevé que les personnes non vaccinées. Et cette tendance aura tendance à s'aggraver. Si la décision est prise de vacciner les enfants, ils infecteront leurs grands-parents après quelques mois ou à moins qu'on leur administre des boosters à vie. En outre, un test antigénique est requis tous les 2 jours pour donner une garantie qui soit comparable, une protection comparable à celle de la vaccination. Même si ce n'est pas logique, même un test hebdomadaire vaudrait mieux que pas de garantie du tout. Can see from the Qatar data that the asymptomatic. Alors, ces données du Qatar nous montrent que les infections symptomatiques sont les premières à se détériorer. In asymptomatic infections, 50% over the level of. Donc, les vaccinés sont 50% au-dessus du niveau d'infection des personnes non vaccinées. Et pour les enfants, c'est encore pire. Voici l'État de New York où on peut voir que 35 jours seulement après la seconde dose de vaccin, après l'administration de cette seconde dose, 41%. Il y a une variation de 41%. Il n'y a plus que 41% d'efficacité. Donc 41%, non. Le niveau de protection est 41% moins efficace que chez les non-vaccinés. Si può andare a conclusione? Pouvez-vous penser à une conclusion? Donc, la conclusion est la même que celle de l'Institut de la santé. Voici une image qui vient de la semaine du 16 mars. Apparemment, les vaccinés ici se portent mieux que les non-vaccinés, mais une semaine plus tard, les vaccinés ont 10% d'infections en plus. Une semaine encore plus tard, 19% d'infections en plus. Au cours de la semaine suivante encore, 21,5% d'infections en plus. Et ensuite, la semaine suivante, 23% d'infections en plus. Alors, quelle est la validité du pass, du certificat COVID octroyé aux enfants? Eh bien, ils reçoivent un certificat COVID qui est valable 9 mois et c'est donc une licence leur permettant d'infecter toute la population qui est en contact avec eux. Alors, donc, ce pass, ce certificat n'est pas soutenu par la communauté scientifique et n'est pas un outil efficace en matière de santé publique. On peut tranquillement s'en débarrasser. Parce qu'il pourrait même être dangereux à moyen terme pour la santé publique.
Merci, Monsieur Donzelli. S'il y a des questions de la part des journalistes ou d'autres personnes, je voudrais donner la parole à Michel ou une autre personne qui veut poser une question et ensuite j'aurai une question moi-même. Michel, vous avez une question? Oui, Michel, votre micro était là. Voilà. Merci de ces interventions et je voudrais poser une question à M. Rod Stadler de la Commission. Parce que vous voulez reconduire ce certificat. Et là, il y a eu plusieurs interventions qui ont montré que, en fait, quand on est vacciné, on transmet d'une part le virus et puis on peut prendre, c'est ce que disait M. Alberto Donzelli, plus rapidement une infection. Donc, pourquoi la Commission n'a pas fait d'étude d'impact? Vous voyez, qu'au début, on fasse une étude d'impact. Au tout début, on n'a pas le temps. Mais maintenant, ça fait 2 ans. Comment se fait-il que 2 ans après, la Commission ne présente pas d'étude d'impact? Première question. Deuxième question, vous n'avez pas expliqué pourquoi on a mis en place ce certificat. On l'a mis en place pour des raisons sanitaires. On l'a mis en place parce qu'on pensait au début que ça diminuait la transmission du virus. Là, toutes les études montrent que ce n'est pas le cas. Et que donc, vous êtes en train de l'instaurer comme si vous voulez favoriser en fait la vaccination par les États membres. C'est-à-dire qu'il y a un détournement de l'objectif premier qui était d'avoir une certaine sécurité sanitaire. On vient de vous montrer que ce n'est pas le cas, mais vous l'avez utilisé pour favoriser la vaccination. Et d'ailleurs, le commissaire Reinders disait que c'était super, c'est un outil formidable d'inciter les citoyens à se faire vacciner ou à se faire injecter les doses de rappel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand nous, parlementaires, on a voté ce certificat à l'époque et maintenant? Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas, par rapport à tout ce qui a été dit, comment on peut maintenir ce certificat? À quoi ça sert? Grazie Michel. Io aggiungo solo un appunto. Merci Michel. Je voudrais rajouter une petite chose. Il me semble que la Commission, elle est claire. Aujourd'hui, le certificat ne sert pas pour empêcher la transmission, mais pour essayer de planifier une utilisation différente entre les 27 États membres pour avoir un Green Pass unique pour toute l'Europe. Et donc, il nous indique clairement que la valeur de ce certificat est de planifier une méthodologie à travers les 27 pays. Ce n'est pas pour ralentir ou réduire la contagion, la diffusion de la pandémie. Et cela donne en plus un faux sentiment de sécurité aux vaccinés. Ils ont l'impression de pouvoir se déplacer librement sans avoir de risque de contagion, alors que cette vaccination n'empêche pas la transmission et donc le certificat ne l'empêche pas non plus. Je voudrais donner la parole à M. Stadler afin qu'il puisse répondre à Mme Grivasi. Merci. Thank you to both for these questions. Maybe Merci pour vos questions. Alors, pour commencer par l'évaluation d'impact, effectivement, lorsque nous avons préparé la proposition originale en mars 2020 et maintenant avec son extension, donc vous savez que ça prend beaucoup de temps de préparer une évaluation d'impact. Nous nous sommes dit que d'ici à ce que nous aurions élaboré l'évaluation d'impact, la pandémie serait terminée, mais nous avons produit un rapport en octobre 2021, c'est-à-dire donc un examen de la première période. Ça a été publié en octobre et maintenant il y a un rapport de mise en œuvre plus étendu qui a été publié en mars 2022. Ces documents sont publics et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés,
Vous pouvez trouver beaucoup d'informations et les réflexions qui se trouvent dans ces rapports ont alimenté les progrès de notre réflexion à ce sujet. Il est évident que le virus et la protection offerte par les différentes interventions de santé publique que nous avions à notre disposition ont dû s'adapter, subir des changements. Il y a eu l'émergence de nouveaux variants qui ont changé la donne. Bon, pour en revenir au point le plus fondamental, le certificat COVID vise à soutenir la liberté de circulation en donnant aux citoyens un outil qu'ils peuvent utiliser si et quand les États membres mettent en place des restrictions de voyage pour des raisons de santé publique. Donc, ce n'est pas la Commission, ce n'est pas le Parlement européen ni le Conseil qui prennent ces décisions, ce sont les États membres qui sont responsables des politiques de santé publique, qui décident s'ils exigent ou non ce type d'éléments, les certificats de test, le formulaire de localisation des passagers et les citoyens ont la possibilité d'utiliser le certificat numérique, certificat européen s'ils souhaitent voyager. C'est la raison pour laquelle nous voulons l'étendre, renouveler sa validité, non parce que nous souhaitons que les États membres maintiennent les restrictions. Effectivement, nous avons demandé aux États membres de lever les restrictions au voyage et nous avons félicité les États membres qui ont levé les restrictions au voyage. Mais nous ne savons pas ce qui se passerait si nous mettions fin à ce cadre. Si c'est un outil qui n'existait plus, nous espérons bien sûr ne plus en avoir besoin, ce serait le scénario idéal. Mais nous gardons cet outil dans notre poche au cas où les États membres imposent à nouveau des restrictions et des exigences, mais nous voulons le maintenir uniquement pour une période très limitée dans le temps. Un'ultima domanda, se è possibile, che viene dalle chat. Cosa ne è delle consultazioni online? Une dernière question, qu'en est-il des consultations en ligne par rapport aux médecins? Si possible, la Commission devrait s'exprimer de manière plus dure vis-à-vis des pays qui lèsent les droits de l'homme. Je pense à l'Italie, par exemple. Donc, laisser des citoyens sans travail, donc parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et donc, c'est une recommandation qui devrait être faite vis-à-vis de ces pays qui foulent les droits de l'homme, les droits de la personne, comme l'Italie. Qu'est-ce que vous en pensez? Thank you. Yes, thanks for coming back to that because I think we had a couple of questions in the chat about the feedback. Merci d'y revenir parce que nous avons eu quand même des questions dans le chat par rapport à ce feedback. Toute proposition législative adoptée par la Commission est publiée pour 8 semaines. Et cela a été fait avec cette proposition comme avec toutes les autres propositions. Nous avons reçu beaucoup de feedback. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la Commission informe que le Parlement, particulièrement le président du comité responsable au Parlement, donc la Commission informe des résultats le Parlement qui informe la présidence du Conseil. Donc, ce sont les deux organes qui maintenant négocient la proposition de la Commission et lorsqu'ils délibèrent des propositions de la Commission, ils peuvent tenir compte de ces réactions. Ça, c'est la manière dont la procédure fonctionne. Maintenant, la proposition ne dépend plus de nous, de la Commission, mais c'est au Parlement ou au Conseil de décider ce qu'ils souhaitent faire. Alors, pour en revenir à l'Italie, effectivement, c'est un point très important. Les politiques de santé publique sont une compétence des États membres. Les États membres ont adopté
des approches différentes face à la pandémie. Mais comme je vous l'ai expliqué, pour des raisons juridiques, le certificat COVID donc s'applique uniquement à la liberté de circulation. Michel, the floor Bon. is yours. Ben, merci de ces réponses. On n'est pas très satisfait parce qu'on ne comprend toujours pas l'utilité de ce pass maintenant. Mais enfin bon, on va passer à la deuxième partie, mais juste en introduction, puisqu'on aura un membre de l'ECDC donc, qui émet des recommandations, qui est une agence européenne, je voulais quand même faire 2-3 remarques. D'abord, je vous remercie d'être là au niveau de la commission et bien sûr de l'ECDC, mais vous comprenez bien que les gens ne comprennent pas qu'au début, on ait fait ce pass pour harmoniser sur les 27 États membres. On comprend. En plus, on a voulu que ça soit gratuit, que ça encourage la libre circulation, etc. Maintenant, on a 5 États membres, que ce soit le Danemark, la Suède, l'Irlande, la Slovénie, la Lituanie, qui ne demandent plus le certificat européen. Vous avez la France et la Belgique qui ne le demandent pas sur leur territoire. On voit qu'Omicron, qu'on soit vacciné, et je trouve que les épidémiologistes, que ce soit M. Zizdi ou M. Donzelli ou M. Biondi, vous expliquent que ça ne sert à rien à l'heure actuelle. Alors, pourquoi vous le maintenez? Vous le maintenez parce que vous vous dites, si demain, il y a de nouveaux variants, si demain, il y a une augmentation du taux d'infection, on en aura besoin. C'est pour la projection sur le futur, mais la réalité à l'heure actuelle, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt. Bon. Alors, écoutez, ça, c'est mes remarques en fonction de ce que j'ai entendu. Donc, ce deuxième panel, on va avoir donc monsieur, alors on a 2 personnes, Thomas Hoffmann et Emmanuel Robessin, qui vont représenter le CDC et qui vont nous parler de la prévision de la situation épidémiologique à venir et les recommandations. Et donc, je vais passer la parole à Emmanuel Robessin, qui est expert principal en préparation et réaction aux situations d'urgence. Donc, à vous, monsieur Emmanuel Robessin. On ne vous entend pas. If you can please unmute Okay. yourself. Ah, OK. At the moment, the CDC account is still muted. If you can unmute yourself. Alors malheureusement, votre micro est désactivé. Voilà, maintenant cela devrait fonctionner. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup. Et voyez-vous ma présentation? Oui, absolument. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais vous présenter avec Thomas Hoffmann quelques diapos illustrant la situation actuelle et abordant également les perspectives d'avenir, si c'est possible, dans cette situation particulièrement difficile. Alors, avant tout, je voudrais vous présenter un récapitulatif de la situation actuelle. Cette image vient de notre dernier rapport. Nous avons des rapports hebdomadaires qui présentent la situation dans le monde en nous concentrant sur les pays de l'Union européenne. Alors, vous voyez qu'il y a encore une transmission importante. Donc, nous restons dans une situation de pandémie avec une transmission assez importante au sein de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas perdre de vue. Nous devons toujours garder à l'esprit cet aperçu mondial de la situation parce qu'il y a énormément de fluctuations et cela évolue constamment. Lorsque nous regardons la situation au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen, nous voyons qu'il y a une situation assez fragmentée. Il n'y a pas de tendance est-ouest, nord-sud. C'est vrai qu'en règle générale, on retrouve des différences
entre les États membres et même au sein des pays, mais en règle générale, la transmission reste élevée. Alors, en haut à gauche, vous voyez les notifications de cas. Donc, ce sont les cas qui sont notifiés par les pays de l'Union européenne au centre européen. Et vous avez un pic qui correspond aux différents variants. Nous avions le variant Omicron. Aujourd'hui, la situation est un petit peu plus stable. Ensuite, en bas, vous voyez des lignes bleues. En bleu foncé, on représente les personnes les plus âgées et les couleurs plus claires illustrent les personnes plus jeunes et la transmission, y compris chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. En bas à droite, vous voyez les taux d'admission à l'hôpital. Nous avons également une diminution des admissions comparée au début de la pandémie. Comme ceci a déjà été mentionné par d'autres intervenants, nous avons toujours essayé d'avoir un aperçu général de la situation, mais c'est difficile et tout cela est influencé par la stratégie adoptée. Et aujourd'hui, nous savons que les stratégies de testing ont évolué. Nous voyons des changements au niveau du nombre de personnes testées au sein de l'Union européenne. C'est ce que vous voyez en haut de l'écran. Mais nous savons que les catégories de personnes qui se font tester sont également différentes. Alors, bien entendu, s'il y a un changement au niveau de la stratégie de testing, eh bien, cela signifie qu'il y a également des changements au niveau des courbes et c'est de plus en plus difficile à mesurer. En règle générale, je dirais quand même que ces décomptes de cas ont été utiles afin de pouvoir assurer le suivi général de la situation. Alors, de nombreuses personnes au sein de l'Union européenne et au sein de l'espace économique européen sont vaccinées et nous voyons que la mortalité a diminué parce que les vaccins sont extrêmement efficaces contre la maladie et les décès. Au sein de l'Union européenne, nous avons atteint un taux de 72% de vaccination. Donc, ce sont des personnes qui ont reçu un schéma vaccinal complet, 2 doses, voire même un booster. Et nous voyons qu'il y a encore néanmoins des écarts entre les pays en ce qui concerne ce taux de vaccination. Parfois, on est encore en deçà de 50%. Et vous voyez qu'il y a des différences et que ceci permet la transmission du virus et l'apparition de variants du virus. Alors, voici un autre tableau qui illustre la couverture vaccinale. Et nous voyons qu'il y a des écarts entre les différentes tranches d'âge. Donc, vous voyez ici les premières courbes qui représentent les publics les plus jeunes avec une vaccination limitée, voire inexistante. Puis, vous avez les personnes de plus de 60 ans. Et là, nous avons vraiment un taux de vaccination qui atteint 90%. Alors, voyons quels sont les variants existants. Aujourd'hui, c'est le variant Omicron qui est dominant. Le B1 et le B2. Voilà, donc c'est le variant qui domine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? Bien entendu, nous ne pouvons pas vraiment prévoir l'avenir et l'évolution future de la pandémie, mais nous estimons que la trajectoire de la COVID-19 sera influencée par différents facteurs, donc notamment la durée de l'immunité après l'infection ou après la vaccination. Après 1 dose, 2 doses, 3 doses ou 4 doses de vaccination, cette durée de protection varie. Donc, ce n'est pas que le vaccin soit efficace ou pas efficace, c'est que cette efficacité s'atténue dans le temps.
Alors, bien entendu, ce n'est pas une panacée contre les infections. Nous n'avons pas un taux d'efficacité de 100%, mais cela reste efficace contre les maladies. La couverture vaccinale est donc importante à travers le monde, surtout tant que l'on s'attend à l'émergence de nouveaux variants et donc on s'attend encore à ce qu'il y ait de nombreuses fluctuations au niveau de la situation épidémiologique. Les variants qui vont émerger pourront se diffuser différemment et contourner notre système immunitaire avec des degrés de gravité différents. Nous ne savons pas ce qu'il en sera, mais il est possible que les systèmes de soins de santé soient mis sous pression. C'est d'ailleurs possible également avec la grippe. C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce que le système soit à nouveau mis sous pression à un moment ou à un autre. Et puisque nous ne pouvons pas faire de prévisions précises, nous envisageons différents scénarios. Alors, un scénario pourrait être plus dominant qu'un autre. Alors, vous voyez ici les différents scénarios. Vous pouvez avoir une menace très faible et puis de l'autre côté du spectre, une nouvelle pandémie, par exemple, à l'hiver prochain. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Tous les scénarios sont envisageables et par conséquent, les instituts de santé publique, les ministères de la santé des différents pour pouvoir faire face à l'émergence de nouveaux variants ou à la reprise de l'épidémie. Nous pensons qu'il est important d'assurer le suivi de l'évolution de la situation et des caractéristiques du virus. Alors, je vous l'ai dit, la stratégie de testing a changé et elle devrait s'adapter avec des systèmes de surveillance sentinelle pour tester un échantillon de la population ou passer, si nécessaire, au test de l'ensemble de la population. Mais bien entendu, ce sont des décisions qui devront être prises par les ministères de la Santé et les autorités de santé publique. Bon, bien entendu, c'est toujours quelque chose de difficile qui va demander du temps, mais il est important d'assurer cette meilleure surveillance et il faut continuer d'appuyer ces systèmes de surveillance et renforcer ces systèmes de surveillance et de suivi. Comme nous l'avons vu, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas protégées et nous savons que c'est une bonne protection contre les formes graves de la maladie et la mortalité. Et donc, il faut continuer à augmenter la couverture vaccinale. Nous allons continuer à recueillir des données et partager des informations au sujet de ces politiques. Et nous pensons que le moment est venu de tirer les enseignements de cette pandémie. Et donc, nous sommes en contact avec les différents pays pour analyser la situation passée, pour identifier ce qui s'est bien passé, quelles ont été les difficultés, les défis à relever, et puis essayer d'améliorer les stratégies à l'avenir. Et nous devons garder à l'esprit le fait que certains systèmes qui ont été mis en place pendant la pandémie pourraient devoir être réactivés en cas de reprise de la pandémie. Et nous devons également aborder les questions du COVID long, des problèmes de santé mentale et autres. Je voudrais maintenant donner la parole à mon collègue Thomas qui va nous parler également du certificat. Conclude in a way, as you also said, you would like to hear some recommendations and ECDC. Alors, je voudrais également formuler quelques recommandations et avant tout dire que le Centre européen pour le contrôle et la prévention des maladies a été impliqué dans le processus menant à la mise en place du certificat. Et nous aimerions également pouvoir faire partager notre point de vue à ce sujet. Alors, bien entendu, il est important de revenir au début du phénomène et de la pandémie. Comme nous l'avons dit, ce certificat a été introduit pour assurer la libre circulation des personnes à travers l'Europe. Et depuis son introduction, bien entendu, la situation a évolué. Le variant
Omicron est devenu dominant dans le monde. La vaccination apporte une protection renforcée contre les formes graves de la maladie, contre l'infection et la transmission. Nous avons des niveaux élevés de transmission avec l'Omicron. Nous avons un grand nombre de personnes qui avaient des infections au préalable. Et nous voyons que de grandes parties de la population de l'Union européenne et de l'espace économique européen sont vaccinées. Et cette couverture vaccinale reste un facteur significatif et très important dans l'évolution de la maladie. Alors, quelques conclusions. Si l'on regarde ce certificat, le DCC, nous pensons que nous pouvons encore adapter les mesures de réaction et c'est un élément important. Et donc, il est temps d'adapter ces mesures de réaction pour éviter les formes sévères de la maladie et pour protéger les groupes vulnérables et les immunodéprimés. Nous avons également inclus dans nos recommandations la nécessité d'offrir un booster, une dose booster aux personnes de plus de 80 ans. Le COVID va rester avec nous à l'avenir. Il s'agit d'un défi à long terme qui devra être relevé par les systèmes de soins de santé et les systèmes de santé publique. Et c'est quelque chose qu'il est important de garder à l'esprit. Et cela ne concerne pas uniquement le SARS-CoV-2. Comme le CECM l'a dit, ce certificat ne prouve pas l'immunité, mais c'est un document qui permet d'attester de la vaccination, du test ou du rétablissement. Alors, puisque nous avons maintenant le variant Omicron, le certificat européen seul est de moins en moins adapté à la surveillance et au contrôle de la transmission, mais c'est un document important. C'est quand même intéressant de l'avoir au sein de l'Union européenne pour avoir un document harmonisé. Et nous pensons qu'il est important de tirer les enseignements de la pandémie et d'être préparé d'une façon plus adaptée. Et nous devons être mieux préparés à ce qui nous attend à l'avenir. Je vous remercie. Alors, bien entendu, vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les sites repris sur cette page à la fin de notre présentation. Je vous remercie. Merci, merci, Monsieur Thomas Hoffmann. Je voudrais dire aux panélistes qui nous suivent que c'est très important que vous entendiez le discours tenu à la fois par la Commission et à la fois par le CDC. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est quand même le discours qui est tenu à l'ensemble des parlementaires européens. Bon. Et donc, j'encourage d'ailleurs les membres de l'ECDC d'écouter les interventions précédentes parce que vous devriez répondre aux critiques et aux analyses qui sont faites en dehors de vous par des organismes de la santé et qui montrent que les choses, elles ne sont pas aussi clean que ça, hein, que la vaccination vis-à-vis d'Omicron, elle ne répond pas vraiment. Les gens vaccinés peuvent être infectés, peuvent être malades et que les vaccins laissent passer Omicron. Bon, enfin, donc écoutez, maintenant qu'on a eu l'avis de l'agence, l'avis de la commission, les différentes interventions, on va regarder d'un point de vue juridique maintenant. Et donc, M. Pierre Debonde, qui est avocat de l'association Notre Bon Droit, a fait toute une étude sur la compatibilité de la proposition législative modificative relative au certificat numérique Covid de l'UE avec le droit de l'Union, en particulier ces traités. Est-ce que c'est compatible? Alors, à vous, Monsieur Pierre Debonde, et merci d'être là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, très bien. Et est-ce que ma présentation apparaît? Oui. OK, parfait. Donc, oui, à la demande de la SBL, Notre Bon Droit, nous avons été invités à faire une étude juridique approfondie de la proposition de modification du règlement. C'est un aspect qui a aussi son importance. On parle souvent de droits fondamentaux.
et de la difficile convivence d'un certificat qui est finalement devenu une sorte de certificat d'accès à des lieux et à des moyens de transport avec les droits fondamentaux. Notre analyse va un peu plus loin dans le sens où nous l'avons examiné également au regard du traité européen et en particulier des compétences des institutions européennes, du législateur européen, donc du Parlement européen, du Conseil, en la matière. Alors, cette analyse, elle porte évidemment sur la proposition qui a été formulée par la Commission, proposition qui avait été communiquée suffisamment à l'avant pour permettre d'en prendre connaissance, mais aussi de comprendre qu'il y a dans cette proposition une modification importante par rapport au règlement initial. Alors, je me permettrai de passer à mon deuxième slide pour vous souligner que la présente présentation est évidemment seulement un résumé que je vais essayer de tenir bref et le plus focalisé possible sur les interventions qui ont précédé, pour ne pas répéter, mais donc il ne s'agit jamais qu'un résumé dans lequel je vais essayer de vous faire part de nos conclusions les plus importantes. Alors, la première conclusion, c'est pour tout acte législatif, bien évidemment, la question qui se pose est de savoir sur quelle disposition du traité européen elle est fondée. Alors, ici, la proposition, tout comme le règlement, est fondée sur l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, c'est une disposition très importante puisqu'elle elle évoque évidemment les pouvoirs des institutions européennes d'adopter des mesures afin de faciliter la libre circulation. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit, ce que vous avez dit vous-même, Madame Rizavasi. Il est certain qu'à l'heure actuelle, on peut se poser, s'interroger certainement, je veux dire, sur la question de savoir si le Parlement européen et le Conseil peuvent même encore adopter cette proposition, sachant qu'en fait, elle ne favorise pas du tout la diminution de la propagation, mais plus au contraire, je veux dire, elle semble même devenir une sorte d'outil à part entière qui aujourd'hui, et c'est ce que la Commission nous a confirmé, en fait, ne vise qu'à pallier le problème qui est que certains États membres maintiennent des limitations d'accès. Donc, l'article 21, lui, n'est pas fait pour ça. L'article 21, ce sont toutes des mesures qui visent à faciliter la libre circulation. Donc, ce n'est pas parce qu'un État membre a adopté une restriction que nécessairement il y a une compétence européenne pour tenter d'arrêter cette restriction. En fait, il faudrait agir autrement, il faudrait plutôt poursuivre l'État membre pour manquement à ses obligations en vertu du traité, puisque il doit toujours pouvoir justifier la restriction. Or, de ce qu'on a entendu aujourd'hui et ce qu'on sait maintenant, ces certificats, en tout cas, ne servent pas un objectif sanitaire direct, en tout cas certainement pas la limitation, la diffusion de la propagation du virus. Deuxième conclusion, c'est, et ça a été également rappelé aujourd'hui, c'est que la proposition repose sur une autre finalité que le règlement de base. Alors la finalité du règlement de base, elle s'est répétée tout au long du règlement qui a été adapté l'année dernière, le 14 juin, c'est assurer finalement, qu'on puisse continuer à circuler librement dans l'Union en limitant la propagation du virus. On pensait encore l'année passée au mois de juin, même si des études commençaient déjà à poindre le nez et semblaient indiquer qu'effectivement les vaccins ne protégeaient pas ou ne limitaient pas la transmission, mais l'année passée on pensait en tout cas que c'était encore le cas, et donc on a établi ce règlement de base sur l'idée que ça permettrait de faciliter la libre circulation tout en évitant la propagation du virus. La proposition aujourd'hui, si vous la lisez entièrement, il n'y a plus aucune référence à la limitation de la propagation du virus. Maintenant, la proposition, elle a une autre finalité qui est finalement de rendre pérenne la politique actuelle qui vise, au travers de l'augmentation de la vaccination, à limiter l'incidence sur le système des soins de santé des États membres.
C'est une autre finalité. On ne peut évidemment pas modifier une proposition, un règlement de base qui a une finalité A en lui imposant une autre finalité. À tout le moins, et je reviendrai ça pour plus tard, ça ne peut pas se faire sans un débat démocratique approfondi. Voilà donc la deuxième conclusion juridique. La troisième, c'est que le prolongement d'une durée d'1 an repose sur des motifs erronés. Tout ce qui est avancé dans la proposition, c'est d'expliquer que dans la mesure où il faut, en raison de la situation sanitaire, assurer un outil pour que les Européens puissent continuer à circuler librement dans l'Union, il faut créer donc ce certificat Covid et cela pourrait être utile de le maintenir comme un outil, c'est le terme qui a été utilisé aujourd'hui, in the pocket, dans la poche, qu'on puisse éventuellement alors quand même faire face à des restrictions imposées par un État membre qui souhaiterait absolument limiter l'accès à des lieux de vie sociale pour, soi-disant, éviter la propagation du virus. Alors, cette prolongation, pour une durée quand même très longue, 1 an, elle repose selon nous sur des motifs erronés. On ne peut pas prolonger une mesure qui ne favorise pas la libre circulation, a fortiori lorsque cela se fait pour une durée aussi longue et sans de réels motifs qui justifient sa proportionnalité et sa nécessité. Troisième ou quatrième conclusion, et c'est un élément très important, et je crois que pour ça je ne peux que remercier les organisateurs de la conférence d'aujourd'hui, qui, pour moi, une des premières fois, j'ai une des premières occasions pour avoir un échange avec le CDC, avec la Commission, sur ces questions cruciales du certificat. Le certificat est une atteinte très manifeste aux libertés fondamentales. Elle a eu des conséquences pour des millions d'Européens qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu avoir une vie sociale normale. Est-il normal d'aujourd'hui invoquer l'urgence? Est-il normal d'invoquer cette urgence aussi pour éviter un réel débat démocratique? J'entends bien la Commission qui n'a pas eu le temps de faire une analyse d'impact l'année dernière, mais une analyse d'impact doit être faite pour un outil qui est quand même gravement attentatoire aux droits fondamentaux, dont évidemment la libre circulation est un élément. Mais c'est aussi le droit à la vie privée et d'autres droits qui sont menacés par cette proposition. J'en viens au deuxième volet de notre étude et je finaliserai par cela. La première partie de notre étude porte sur est-ce qu'il y a une compétence, est-ce que la proposition est fondée en droit et est justifiée du point de vue du traité. La deuxième, c'est de savoir si la Commission peut finalement invoquer l'existence de restrictions au niveau national pour adopter ce certificat. Et la réponse est clairement non. L'imposition par les États membres est un problème. C'est une restriction à la libre circulation, mais pour tous les motifs qui ont déjà été invoqués, à savoir que ce n'est pas un bon outil, et je crois que la Commission est d'accord sur ce point-là, et donc si j'ai bien compris ce que disait l'intervenant de la Commission elle-même considère que cette restriction n'est pas nécessaire et proportionnée. Dans ce cas-là, comme j'ai dit en début de mon intervention, c'est à la Commission de poursuivre les États membres et d'exiger de ces États membres de mettre fin, à défaut pour eux de pouvoir démontrer l'utilité de cette restriction extrêmement dure et importante. La première, d'ailleurs, qu'on n'ait jamais vu une telle intensité dans le Groenland. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Debank. Donc, oui, il faudrait que ce panel soit plus long parce qu'on aurait plein de questions à vous poser et à poser à la Commission. Je vais passer la parole au dernier intervenant, qui est Monsieur Bernard Rentier, qui est biologiste et virologue, ancien recteur de l'Université de Liège en Belgique. Et il doit nous parler de l'évolution des variants et de l'immunité et l'implication sur le certificat numérique Covid de l'Union européenne. Donc, c'est important parce qu'on nous dit que peut-être demain, il y a d'autres variants, c'est ce que disait le CDC. Donc, qu'en est-il exactement? À vous, monsieur, docteur Bernard Rentier. Merci, Madame Ridorzi. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis mis dans la programmation
je vais commencer par vous dire que je suis entièrement et à 100% d'accord avec ce qu'ont dit les professeurs Zizi, Biondi et Donzelli. Aucun problème, je partage totalement leur avis et la conclusion, c'est que le pass, qu'il soit européen, qu'il soit national, quel qu'il soit, est conçu comme ces passes sont conçus aujourd'hui, n'a aucun sens. Aucun sens. C'est scientifiquement indéfendable. Un point, c'est tout. On peut évoquer toutes sortes d'autres raisons, de vouloir faire vacciner les gens, on peut imaginer un tas de choses, mais en tout cas, on ne peut pas faire reposer sur des données scientifiques l'intérêt des passes pour empêcher la propagation du virus. Vous l'avez d'ailleurs très bien résumé vous-même. Donc, comme tous les coronavirus qu'on connaît depuis très longtemps, le SARS-CoV-2 est sujet à une très grande fréquence de mutation. Il mute tout le temps. C'est ce qui permet l'apparition extrêmement fréquente et rapide de nouveaux variants. Alors, en virologie, c'est bien connu. Vous savez, je fais de la virologie depuis 50 ans. On finit par avoir un petit peu d'expérience. Un variant dominant est forcément plus transmissible que ses prédécesseurs. Ça, c'est une loi darwinienne élémentaire. C'est pour cette raison-là qu'il domine, d'ailleurs. Il est aussi généralement moins pathogène, ce qui veut dire qu'il provoque moins de formes graves de la maladie. C'est les choses que nous avions annoncées il y a 2 ans. On nous a dit qu'on était à côté de la question. Eh bien non, c'est exactement ça qui se passe. Donc, on a des formes moins graves de la maladie. Aujourd'hui, il n'est plus raisonnable de parler de Covid-19. Nous sommes en Covid-22. Et ce n'est pas la même maladie. Ça n'a pas les mêmes effets. On ne parle plus du tout de la même chose. Ce ne sont plus les mêmes virus, c'est la même famille, ce sont des descendants et des cousins, mais ce n'est plus la même chose. Et comme l'a très bien dit quelqu'un tout à l'heure, nous sommes en face d'un coronavirus de rhume exactement comme les 4 coronavirus de rhume que nous connaissons depuis des décennies. Alors, le fait que le virus soit de moins en moins pathogène amène à une endémisation, c'est-à-dire, comme l'a dit très bien le représentant de la Commission européenne, il faut vivre avec, hein, on est maintenant obligé de vivre avec. Quand on disait ça il y a 2 ans, c'était un scandale, mais maintenant tout le monde le reconnaît, il faut vivre avec. Et donc, ça se passe d'autant plus que ce virus est zoonotique, comme l'a très bien dit le docteur Zizi tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il est capable de passer des animaux aux humains et vice-versa, et qu'il peut ainsi se constituer en permanence un réservoir mobile. Ce n'est pas vraiment le réservoir au sens où on l'entend d'habitude, mais le réservoir mobile est variable de mutants, donc de variants potentiels. Et le souci avec les variants, c'est leur capacité à échapper à la défense immunitaire. La sélection naturelle qui s'exerce sur les virus favorise les mutations qu'on appelle des mutations d'échappement. Ce sont elles qui font apparaître un variant que le système immunitaire reconnaît moins bien, ou plus du tout d'ailleurs. Alors, l'efficacité des vaccins, on peut dire beaucoup de choses sur l'efficacité des vaccins. Tout ce qui a été calculé sur l'efficacité des vaccins a été fait évidemment sur des volontaires, mais si je prends l'exemple le plus connu qui est celui du Pfizer, 43 000 personnes, dont un peu plus de 21 000 vaccinés, un peu plus de 21 000 placebos, mais seulement chez les placebos, seulement 162 cas qui n'ont même pas nécessairement été malades, mais qui ont contracté le virus. Donc, il y a 162 personnes sur 21 000 qui ont attrapé le virus. Et dans le cas des vaccinés, c'était seulement 8. Alors, 8 par rapport à 162, ça vous fait 95% de protection, 95% de protection. Mais c'est quand même sur des tout petits nombres. Donc, il faut quand même toujours bien se rendre compte de la manière dont tout ça a été mis au point. Alors, je ne vais pas me lancer, parce que je n'ai plus le temps de toute façon, de me lancer sur les différentes critiques qu'on peut faire au vaccin. Là n'est pas le problème aujourd'hui, mais je pense qu'il est incontestable que l'apparition de mutants d'échappement a fait en sorte de diminuer l'efficacité des vaccins. Et aujourd'hui, on ne peut pas comparer des vaccinés et des placebos, on compare des vaccinés et des non-vaccinés, mais ce ne sont pas du tout des populations qui statistiquement sont matching. Normalement,
quand vous comparez deux populations, elles doivent être identiques à beaucoup de points de vue. Et ici, non. Et ici, le simple fait que les non-vaccinés ne sont pas vaccinés, c'est déjà que ce n'est déjà pas le même genre de population que ceux qui sont vaccinés. Donc, ils n'ont probablement pas les mêmes comportements non plus. Et donc, tout ça devient extraordinairement difficile. Et tirer des conclusions sur vaccinés contre non-vaccinés, ça devient très, très difficile aussi. Bien, donc, voilà. Je ne vous dis pas en plus que quand on parle de non-vaccinés, on y inclut tous les gens qui ont eu toutes les doses de vaccin, y compris la première, la deuxième, et tant qu'ils n'ont pas 14 jours de plus que la dernière. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui sont en partie ou en grande partie vaccinés et que l'on met dans les non-vaccinés. Donc, vous imaginez, si on compare vaccinés et non-vaccinés, ça devient extrêmement compliqué. Donc, en tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, qui n'est plus contesté par personne, c'est qu'il y a un appauvrissement de l'immunité vaccinale avec le temps en quelques mois. Ça va très, très vite. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce phénomène est généralement interprété comme une perte de la mémoire immunitaire, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. L'interprétation la plus simple et la plus logique, c'est que les variants successifs s'éloignent de plus en plus de l'antigénicité des souches précédentes et qu'ils échappent ainsi à la défense immunitaire acquise précédemment, que ce soit par l'infection naturelle d'ailleurs ou par la vaccination. Donc, dans ce contexte, l'immunité naturelle qui s'exerce entre plusieurs épitopes viraux, donc les épitopes, ce sont des petits morceaux généralement de protéines, qui sont des morceaux d'antigènes, hein, qui sont les emplacements dans un antigène. Un épitope, c'est l'endroit où l'anticorps va se fixer. Et donc, on s'aperçoit que l'immunité naturelle s'exerce contre tout plein d'épitopes viraux et elle réalise une meilleure immunisation, plus robuste, plus durable que la vaccination, qui concerne un nombre d'épitopes très restreint, tous situés sur la protéine S, la fameuse spike, exclusivement. C'est ainsi que des mutations pour un virus, il suffit de faire des mutations dans spike pour échapper à l'immunité du vaccin. Mais il n'échappe pas à l'immunité naturelle d'une infection que la personne aurait contractée précédemment. Donc, on voit bien la différence entre une immunité vaccinale et une immunité naturelle. On passe toujours là-dessus sans en parler. De la même manière que, d'ailleurs, on dit les vaccins, ou on dit même pire, on dit le vaccin, comme s'il n'y en avait qu'un, alors qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Bien, on va en rester là. Donc, les vaccinés, comme vous l'avez parfaitement rappelé, peuvent être infectés par le virus et ils peuvent transmettre le virus. Tout le monde est bien d'accord aujourd'hui. Les derniers relevés de l'Institut belge de santé publique montrent une incidence plus grande des infections chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. C'est ce que M. Donzelli vient de nous dire très en détail. Donc, je passe là-dessus rapidement aussi, mais c'est un élément extrêmement important. Dans ces conditions, parce que là, sur le plan qui est d'inciter les gens à la vaccination, si c'est, à mon avis, le seul but qui peut rester à un certificat sanitaire de vaccination, c'est d'inciter les gens à être vaccinés. Donc, ça me paraît tout à fait clair. Donc, si les vaccinés sont transmetteurs et s'ils sont infectés, le certificat COVID perd tout son intérêt. Sauf évidemment s'il est accordé à des personnes qui viennent d'être tout récemment testées. Ça, oui, on peut dire ça. Et pire que ça, le certificat COVID manque sa cible et peut être la source de comportements risqués vis-à-vis de personnes à risque. Et ça, on l'a déjà mentionné précédemment. Donc, en fait, si on considère qu'il faut établir un tel certificat, et ce n'est pas mon avis, vous l'avez compris, il ne devrait être accordé alors qu'après un test, chez tout le monde, qu'on ait été vacciné ou non, ou même si on a fait l'infection. Donc, en fait, ça devrait être un certificat de test négatif. Mais attention qu'on peut être positif un jour et négatif un jour et positif le lendemain. Donc, il faut... Voilà, on est coincé par cet aspect-là. Et
il va falloir terminer. Oui, Dernier mot. OK, je conclus. Un certificat de vaccination n'est en rien une garantie que son porteur n'est pas contagieux. Le but n'est donc pas atteint. Un certificat COVID accordé non seulement aux vaccinés, mais aussi aux infectés guéris ne garantit rien non plus. Seul alors un test, et de préférence un test antigénique, peut apporter une faible garantie de sécurité, mais certainement encore très imparfaite, au point qu'on puisse contester la moindre utilité. Donc, il n'existe pas de formule réellement fiable de certificat rencontrant l'objectif déclaré de sécurité sanitaire et de protection contre la propagation du virus. Au moment où les variants dominants ne représentent plus un danger significatif et sont devenus moins dangereux que d'autres virus respiratoires courts, grippe et autres, on doit s'interroger sur la nécessité de maintenir en place un système aussi imparfait, voire inutile, ou même, et pour ceux qui craignent encore la dangerosité des variants actuels ou à venir, le certificat est lui-même dangereux. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Rentier. Je vais donner, alors on n'a pas le temps de faire les questions-réponses, j'espère que, vu le panel, c'était relativement large. Je vais passer la parole avant que je conclue à Rosa D'Amato. Rosa, tu veux dire un mot pour conclure? Je vous remercie. Je vous propose de rester en contact et, bon, bien sûr, on doit s'écouter, Italie, France, Belgique, les scientifiques doivent communiquer, doivent échanger. C'est tout à fait important de pouvoir se confronter. Moi et Michel, on va continuer à défendre les droits des êtres humains au Parlement. Merci. Merci, Rosa. Oui, moi, d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que vous nous avez apporté des éléments qui remettent en question ce certificat. J'aimerais que la Commission peut-être invite plus d'experts différents que ceux qui côtoient parce qu'il y a le blocage des États membres. Hein, il faut pas le… vous voyez, là, il y a eu une consultation au niveau des États membres pour reconduire le certificat et les États membres sont d'accord. Par contre, la consultation qui a été lancée, qui s'est terminée le 8 avril, bon, j'aurais aimé avoir les résultats, mais d'après les échos, tous les citoyens européens sont défavorables à la reconduction de ce certificat. Maintenant, il faut convaincre les parlementaires européens, puisque d'ici quelques semaines, on va voter. Et vraiment, il faut informer les parlementaires parce qu'ils sont sur ce que vous a démontré le CDC. Vous voyez, c'est la vaccination qui est vraiment l'alpha et l'oméga de la réponse à cette pandémie et qu'il n'y a pas assez de recul, peut-être parce qu'il y a la peur de la mort, il y a la peur de ce que les médias ont évoqué sur cette crise de la pandémie, mais on a du mal à faire accepter des éléments objectifs en fonction des études. Et que le dernier élément que je voulais vous mentionner, c'est qu'il y aura une commission spéciale sur la gestion du Covid et on vous demandera, vous les experts, de venir pour être auditionnés parce qu'il faut se poser la question, et j'ai vu des fois dans les questions que vous disiez, on ne parle pas des effets secondaires, mais ce n'était pas l'objet de ce webinaire. En tout cas, dans la commission spéciale, on parlera des effets secondaires, on parlera des différentes stratégies au niveau des pays européens qui n'ont pas été les mêmes, que ce soit en Suède ou ailleurs. On parlera de ce traité de la pandémie internationale via l'OMS et via le G7, parce que ça, c'est une menace aussi pour avoir vraiment une gestion, vous voyez, un peu unique et monolithique. Et puis aussi tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir à la fois au niveau des experts, mais aussi au niveau des agences et aussi au niveau de certains commissaires. Voilà, ben, merci beaucoup. Nous, on va se battre avec Rosa et d'autres pour arrêter ce certificat, du moins vraiment le restreindre, parce que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas donné, je m'adresse à l'ECDC, je m'adresse à la Commission, un argument qui me permettent de dire il faut continuer avec ce certificat. Les seuls arguments que j'ai entendus, c'est que c'est un outil qui est dans les cartons et que vous ne voulez pas arrêter parce que vous vous projetez dans l'avenir
en disant si jamais il y a des variants, mais là, on a eu l'intervention de M. Rentier qui nous a montré que c'est vraiment une hypothèse. Et puis, si jamais il y a des variants, si jamais il y a une autre pandémie, ben, on le sortira, cet outil. Mais pour l'instant, il n'a aucune valeur. Il ne correspond à rien si ce n'est à une discrimination pour la libre circulation. Voilà. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Merci aux intervenants. Merci à l'association Mon Bon Droit. Et vraiment, on va se bagarrer pour que le Parlement ne vote pas l'extension de ce Covid. Mais ce n'est pas gagné. C'est pas gagné. Merci.